Bonjour à tous. L'électricité à la maison est source de danger. Plusieurs moyens ont été prévus pour se protéger ou pour protéger les appareils électriques eux-mêmes. Dans cette vidéo, nous aborderons tous les moyens de protection, prise de terre, différentiel, ainsi de suite, mais également comment se présente la facture d'électricité et comment se calcule la consommation d'un appareil électrique. Ceci correspond aux attendus des savoirs et savoir-faire en vue du CTC ou certificat du tronc commun au terme de la 3e année secondaire. Voici le schéma de l'installation électrique d'une chambre. Cette chambre est équipée d'un chauffage électrique, d'une lampe et d'une prise de courant. Eh bien, il faut savoir que ces circuits électriques sont protégés en cas d'anomalie que nous allons décrire. C'est pourquoi il y a à chaque circuit ce que l'on appelle un disjoncteur. Ce dispositif va protéger contre une éventuelle surcharge électrique ou bien un court-circuit ou encore une fuite de courant. Comment va-t-il réagir? Eh bien, simplement en interrompant automatiquement le courant électrique passant dans ce circuit. Les disjoncteurs sont donc, par définition, des interrupteurs automatiques de courant électrique. Comment sait-il qu'il y a une anomalie? Eh bien, il va simplement mesurer l'intensité de courant à son entrée et le comparer à sa sortie, et normalement, il n'y a pas de différence d'intensité. S'il y en a une, il va automatiquement interrompre le courant. Ces disjoncteurs ne se trouvent pas dans la chambre, mais bien rassemblés dans un tableau électrique, qui rassemble d'ailleurs aussi tous les autres circuits électriques de la maison. Ces disjoncteurs ont pour rôle principal de protéger le circuit électrique et les appareils électriques qui y sont branchés. Maintenant, vous avez aussi un interrupteur différentiel pour souvent un ensemble de circuits électriques qui, lui, est plus spécialisé dans la fuite de courant. C'est ce risque qui nous guette, celui d'être électrocuté, et donc traversé par du courant électrique qui sera alors détourné du circuit électrique. L'interrupteur différentiel va alors enregistrer une baisse d'intensité électrique et va automatiquement aussi interrompre le circuit électrique. Ce dispositif est donc plus spécialisé dans la protection des personnes. Expliquons maintenant ces quelques anomalies plus ou moins graves dans les circuits électriques et auxquelles on peut être facilement confronté. D'abord la surcharge. Un circuit électrique ne peut supporter qu'un certain nombre d'appareils. Tout est une question de puissance électrique. Et vous savez que plus il y a d'appareils, plus la puissance électrique augmente. Et comme la tension électrique ne varie pas, il reste par exemple à 220 volts, c'est l'intensité électrique qui va automatiquement augmenter. Et si les fils électriques ne peuvent supporter cette intensité électrique qui augmente, il y a des risques d'augmenter les émissions de chaleur, des risques d'incendie ou plus simplement des risques d'endommager les appareils électriques. Les appareils risquent aussi d'être endommagés suite à un court-circuit. Imaginons qu'un fil avant le récepteur touche un fil après le récepteur. Le courant va automatiquement se diriger là où la résistance est la moins élevée et donc dans les fils qui se touchent et pas dans la lampe car la résistance y est plus élevée. En conséquence aussi, comme la résistance est moins élevée dans cette déviation, l'intensité va augmenter avec à nouveau des risques d'endommagement et d'incendie. La fuite de courant, c'est quand une partie du courant s'en va, on ne sait où, mais le plus grave, c'est quand il fuit dans notre corps, comme le laisserait supposer l'image. Un peu plus loin, on expliquera les moyens de protection qui existent pour cela, en plus de l'interrupteur différentiel qui se trouve sur le schéma de gauche entouré de mauve. Pour être complet, il faut savoir qu'il existe aussi des fusibles, encore parfois présents dans des appareils électriques ou des tableaux électriques, mais ils ont tendance à disparaître puisqu'ils sont remplacés par les disjoncteurs. Comme leur nom l'indique, ils contiennent un fin fil de métal qui va fondre quand l'intensité électrique du courant qui y passe est trop élevée. Et le circuit électrique va donc être interrompu. Ici, il faut remplacer le fusible. Par contre, comme vous l'aurez remarqué, un disjoncteur ne se remplace pas, il faut simplement remonter la petite manette vers le haut. L'électricien se protège contre le risque électrique. Il a des équipements adaptés comme gants, chaussures et utilise des outils qui l'isolent contre le courant électrique. Donc, s'isoler de l'électricité est déjà très important et les installations doivent être vérifiées. Pas question qu'un fil reste dénudé, par exemple. Et puis, si vous voyez ce signal, où que vous soyez, vous saurez aussi qu'il y a un danger électrique avec des tensions électriques parfois très élevées. À la maison, votre circuit est en principe protégé.
L'élément essentiel est ce que vous voyez ici, le système de prise de terre. Lorsqu'il y a une fuite de courant, ce courant est automatiquement conduit vers la terre, donc vers le sous-sol de la maison, carrément dans la terre où le courant va se disperser. Pourquoi le courant va-t-il prendre ce chemin plutôt qu'un autre, comme par exemple le corps humain, ce qui pourrait être très dangereux? Voyez ici une prise de courant, et vous y observez une broche métallique, c'est elle qui est reliée à la terre. Voici le montage qui le montre. En vert et jaune, c'est le câble de prise de terre, c'est d'ailleurs généralement un des 3 fils que vous trouvez quand vous sectionnez un câble électrique. La broche se trouve ici, et donc le courant est bien conduit vers la terre. En fait, tout est une question de résistance. Le câble électrique relié à la terre a une résistance de plus ou moins 10 ohms. Si par accident un corps humain est victime d'une fuite de courant, comme ici, vous voyez que sans prise de terre, le courant va traverser le corps de l'enfant, avec en conséquence une possible électrocution. Or, le corps humain a une résistance de plus ou moins 2000 ohms. Et comme le courant a tendance à se diriger là où la résistance est la plus petite, il va aller vers le fil de terre et l'enfant est protégé. S'il n'y a pas de fil de terre, le courant traversera alors le corps de l'enfant. Il faut par ailleurs savoir que lorsque le corps humain est humide, comme par exemple après avoir pris sa douche, sa résistance va diminuer à plus ou moins 500 ohms au lieu de 2000, ce qui veut dire qu'il est plus sujet à se faire traverser par un courant électrique. Donc attention aux objets électriques dans la salle de bain. Ils sont protégés, mais il faut soi-même se protéger en se séchant et en mettant au préalable des chaussures pour s'isoler du sol. Le courant électrique peut provoquer des brûlures comme ceci, ou pire encore, un arrêt cardiaque si le corps est traversé par le courant électrique, car le courant électrique a une tendance naturelle, on le répète, à aller dans le sol, là où la résistance électrique est la plus faible, d'où la nécessité, encore une fois, de s'isoler par rapport au sol. Voici l'exemple d'une facture d'électricité. Il y a des coûts liés à l'utilisation de l'énergie, mais aussi des coûts liés à la distribution et autres coûts encore. Concentrons-nous ici sur les coûts de l'énergie de jour. En effet, le prix de l'électricité peut être différent si on consomme en journée ou durant la nuit. A l'inverse, il est fort probable qu'à l'avenir, les prix soient moins élevés lorsque l'on consomme alors que les panneaux photovoltaïques produisent pleinement, soit en journée. Vous voyez ici le nombre de kWh consommés, 1123 kWh, et vous voyez ici le prix par kWh, 0,076064. En multipliant les deux, vous obtenez alors le total à payer. Mais pourquoi le kWh représente-t-il l'énergie consommée? Eh bien, 1 kW par heure ou 1 kWh est l'énergie consommée par un récepteur de puissance de 1000 watts et fonctionnant durant 1 heure. On exprime donc la consommation énergétique en électricité en kWh plutôt qu'en joules. Si on devait la connaître en joules, on devrait faire la conversion suivante. On reprend la formule de base qui est la puissance égale à l'énergie divisée par le temps. On la convertit et on calcule ensuite la valeur d'un kWh qui équivaut à 3,6 fois 10 exposant 6 joules. On a multiplié 1000 watts par 60 minutes et 60 secondes. Donc l'énergie électrique a un coût, et il peut varier et augmenter terriblement, notamment lors des crises mondiales énergétiques, quelles qu'en soient les causes. C'est donc important d'en réduire le montant pour des raisons économiques évidentes, mais aussi pour des raisons écologiques, étant donné que la production d'une bonne partie de l'électricité, encore maintenant, est liée à la production de gaz à effet de serre et à la problématique du risque nucléaire. Comment donc diminuer sa consommation en électricité ? Vous le savez, éteindre les lampes et les appareils allumés inutilement, mais aussi veiller à utiliser des appareils moins énergivores. Il n'y a pas que les ampoules, mais par exemple la consommation de votre écran dépend déjà de sa taille. Soyons curieux et observons les données de consommation de ces appareils. Ils sont branchés, ils consomment plus que s'ils sont en veille, ou plus que s'ils sont complètement éteints. Mais cela ne suffit pas, on peut carrément les débrancher, car les appareils restant branchés consomment toujours. Autant utiliser une multiprise et mettre la multiprise sur off pour débrancher les appareils qui y sont connectés. Si vous mettez la vidéo sur pause, vous pouvez analyser le calcul du coût de l'utilisation d'un appareil par heure. Et si vous calculez le coût de ces deux appareils,
à supposer qu'il reste toujours branché 24 heures sur 24 et 365 jours sur l'année, il vous en coûtera 745 €. Mais bon, on sait que vous faites très certainement attention à tout cela. Voilà, cette vidéo est terminée. À très bientôt pour une autre vidéo.